Bonjour, je suis Mathieu Hodgson, je suis l'éditeur du blog Jardinier paresseux, mais je suis aussi concepteur paysagiste professionnel, conférencier et coach en aménagement paysager facile et sans problème. Et moi, c'est Audrey Pepin. Je suis la cofondatrice de la plateforme Tisanji. Puis en plus de ça, je suis herboriste. Mathieu, aujourd'hui, c'est une vidéo d'environ 60 à 90 minutes. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Bon, on vous invite à nous suivre dans le processus de choix et d'agencement des végétaux dans une plate-bande. Donc, on va utiliser la méthode PEARL. La méthode PEARL, ça s'inscrit dans un cadre plus large d'un aménagement paysager, mais c'est une étape importante. On espère que la vidéo va vous inspirer pour vos projets futurs et puis vous donner quelques petits trucs qui sont importants de penser quand on choisit des végétaux. Avant de commencer, on va présenter un petit mot sur notre partenaire Gloco. Gloco, c'est un fournisseur d'ici depuis 1919 qui fournit vraiment des produits de qualité supérieure. Que ce soit des semences de gazon ou de prés fleuris, des engrais bio ou encore l'excellent compost. Ce sont des produits que mon père préférait et que moi j'utilise dans mes projets personnels. Revenons au programme principal. Mathieu, pour qu'on comprenne bien où est-ce qu'on se situe, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi les grandes étapes là, quand on fait son aménagement paysager? Ben oui. Explique-nous où est-ce que va se situer la méthode PERL dans tout ça. Quand on fait un aménagement paysager, il y a 8 grandes étapes. Donc, on commence par définir notre style. Ça, c'est là qu'on va se centrer sur qu'est-ce qu'on veut créer. Dans le programme d'aménagement, on a bâti des outils comme un questionnaire, un tableau d'inspiration pour pouvoir vraiment visualiser ce qu'on veut arriver à créer, l'ambiance finale qu'on veut créer. Puis une fois qu'on a fait ça, on continue avec l'inventaire. Oui, l'inventaire, c'est là qu'on note, en fait, qu'on dessine tout ce qu'il y a sur notre terrain. Donc, on a les dimensions de toutes les structures, maisons, cabanons. On parle aussi de l'emplacement des plantes, puis des plates-bandes, des sentiers, en fait, tout ce qu'on peut retrouver là, sur notre terrain. C'est l'étape avant de faire l'analyse. C'est là qu'on va se permettre de juger puis de décider de ce qu'on veut garder, ajouter ou modifier. Puis après ça, là, c'est là que le gros fun commence. On va diviser le terrain en sous-ensembles, puis on va explorer là, les différentes configurations. Est-ce que je veux avoir ma cuisine plus proche, mes fines herbes, comment je m'arrange là, sur mon terrain. On va faire plusieurs différentes configurations, puis on va choisir la meilleure. Donc, une fois qu'on a les grandes lignes de notre aménagement sur notre plan, bien là, on vient raffiner le design puis définir là, nos différentes plates-bandes. Puis, à la 6e étape, on va faire notre plan de plantation pour créer là, l'atmosphère qu'on recherche. C'est là qu'on va mettre la méthode PERL, qui est certainement une fondation là, de ce module-là. Mais bien sûr, dans le programme d'accompagnement, il y a beaucoup plus. Là. Tu donnes plusieurs listes de plantes, beaucoup d'étapes pour bien structurer là, et bien supporter là, cette méthode PERL pour s'assurer d'avoir un bon succès. Ensuite, il nous reste à vérifier que le plan correspond toujours à nos attentes, donc ce qu'on avait établi au début. Est-ce que ça correspond à notre budget? Est-ce que ça correspond aux règlements municipaux? Ensuite, on va planifier l'implantation de notre projet dans le temps. Puis, on va finir par célébrer. Il ne faut pas oublier ça, mais avant de vraiment clore le projet, on donne des trucs pour s'assurer de bien documenter puis de s'assurer que tout ce qu'on a créé comme information, ça vieillisse bien, ça passe bien l'épreuve du temps. On revient à la méthode PERL, qui fait partie du module Plante ton succès. La méthode PERL, c'est le principe de base là, de la 6e étape. P, la bonne plante à la bonne place. Bon,
Là, c'est là qu'on va regarder les conditions qu'on a sur notre terrain. Donc, on doit choisir des plantes qui sont rustiques dans notre climat. On doit choisir des plantes qui sont adaptées au degré de luminosité. Est-ce qu'on a beaucoup de soleil? Est-ce qu'on est à l'ombre? On va regarder aussi le type de sol. Est-ce que c'est sableux, limoneux, argileux? C'est quoi l'humidité du sol? Est-ce que c'est un sol qui est très humide? Est-ce qu'il est constamment sec? On peut aussi regarder l'acidité, donc le pH du sol. Puis une dernière chose qui est importante là, à regarder, c'est l'espace qu'on a, parce qu'on doit choisir des plantes dont les dimensions vont bien avec l'espace. Donc, si on a une plante qui fait 3 mètres de large quand elle est en maturité, même si on l'achète toute petite, et puis notre plate-bande fait 1 mètre, bon, ben, au fil des années, elle va commencer à dépasser. Et puis là, on se ramasse avec des problèmes. À chaque année, il faut tailler pour la rendre conforme là, à notre espace. Donc, si je fais un lien avec le programme, au deuxième étape, quand on a fait l'inventaire, on a identifié notre sol, il est argileux, c'est ensoleillé, tous ces espaces-là. Puis là, rendu à la 6e étape, on a juste à mettre toutes ces contraintes-là dans notre recherche pour trouver la bonne plante à la bonne place. Exactement. Donc, on continue avec E, esthétique et fonctionnalité. Bon. Les plantes qu'on va choisir, là, on va leur donner un rôle. Donc, on recherche des plantes pour certaines raisons. Souvent, le rôle, c'est simplement esthétique. Donc là, on va aller chercher, travailler avec les couleurs, les formes, des textures, des feuilles, des fleurs, mais aussi les fruits, l'écorce et tout ça. Donc, il y a plusieurs éléments dans les plantes qu'on peut utiliser là, de façon esthétique là, pour aller jouer avec le look visuel des plantes. Ensuite, les plantes peuvent avoir d'autres rôles. Donc, ça peut être des rôles qui sont plus utiles, comme donc de créer de l'intimité, peut-être de nous aider avec la gestion de l'eau ou de l'érosion. Il y a des plantes qui peuvent servir comme brise-vent ou pour produire quelque chose, comme de la nourriture ou des plantes médicinales. Un autre que moi, je trouve important, un autre rôle important, c'est de contribuer à la biodiversité, donc d'aider les insectes, les animaux qu'on retrouve là, dans nos jardins, comme les pollinisateurs ou les oiseaux. Donc ça, pour faire ça, on va revenir au chapitre 1 quand on avait défini ce qu'on voulait avoir, nos fonctions. Puis on va revenir aussi au chapitre 5 du sous-ensemble qui va nous dire, cette pièce-là, c'est un espace de détente, donc j'ai besoin de calme pour vraiment définir nos fonctions là, en lien avec notre plate-bande là, en particulier. Exactement. Donc, on a défini nos objectifs, puis on va donner des rôles aux plantes pour arriver à ces objectifs-là. Le troisième, c'est facile, c'est R, réduction de problèmes. Puis là, on a l'outil tout fait d'avance pour s'assurer que ça se fasse bien. Ben oui, écoute, ce qu'on veut, là, c'est qu'on veut réduire l'entretien, on veut réduire les problèmes qu'on a au jardin. Donc, il faut choisir des plantes qui ont peu de problèmes. Donc, là, il y a des plantes qui sont résistantes aux maladies et puis aux insectes ravageurs, aux animaux. Il y a des plantes qui demandent moins d'arrosage, moins de taille, moins de fertilisation. Puis il y a aussi certaines plantes qu'on veut éviter, c'est des plantes qui sont envahissantes. Donc, des plantes qui se répandent un petit peu tranquillement. Ça, on aime ça. Ils vont se propager tout seuls, mais les plantes qui envahissent toute une plate-bande, dans le temps de le dire, ça, on veut les éviter dès le départ. Et puis, on a un outil expressément pour ça. Oui. Dans Tisanji, quand on prend le programme d'accompagnement, on a un filtre spécial qui est approuvé par le jardinier paresseux, c'est-à-dire des plantes qu'on peut adopter un peu les yeux fermés. Ils sont tolérantes, ils sont résilientes, puis ils sont sans problème. Exactement. C'est des plantes là, que j'ai sélectionnées en utilisant beaucoup les ouvrages de mon père Larry Hodgson. On continue avec L, longévité du design. Oui, écoutez, idéalement, un jardin, une plate-bande, ça va garder de l'intérêt pendant toute l'année. Souvent, on se retrouve avec beaucoup de fleurs au printemps puis à l'été, mais c'est possible d'avoir des fleurs du printemps, du mois d'avril, mai,
jusqu'au gel là, au mois d'octobre, novembre même. Donc, c'est important de choisir des fleurs qui vont produire à différents moments de l'année. C'est quelque chose qu'on doit planifier. Mais hein, il y a d'autres éléments qu'on peut utiliser pour garder de l'intérêt. Bon, le feuillage des plantes. Il y a des plantes qui ont un très beau feuillage ou des feuillages qui sont texturés. Puis ça dure pendant toute la saison. Il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas juste les fleurs qu'on a dans nos jardins. Ensuite, il y a des fruits. Il y a des fruits qu'on va avoir sur certaines plantes qui vont avoir un côté vraiment intéressant visuellement, de façon esthétique, qui vont avoir des belles couleurs. Bon, ensuite, il y a toute une autre catégorie, comme par exemple les graminées. Les graminées, en fin de saison, bon, oui, les tiges, les feuilles vont s'assécher, mais ça va être encore visible pendant l'hiver. Donc, ça donne un intérêt, même pendant l'hiver. Donc, notre jardin, là, si on fait des bons choix dès le départ, va être intéressant du printemps pendant tout l'été, l'automne, puis même pendant l'hiver. Ça, on va vous montrer dans Tisanji comment on peut utiliser les calendriers, les floraisons hebdomadaires pour les voir tout au long de l'année. Mais en plus, il y a beaucoup d'informations sur les fiches plantes et naturellement, dans le programme d'accompagnement, on a des listes spécifiques pour pouvoir, par exemple, des intérêts hivernales, des intérêts automnales pour différentes conditions. Donc, on amène encore plus d'informations. On finalise avec équilibre et harmonie, le fameux E de perle. Tu peux nous en parler? Là, ça, c'est la partie vraiment conception, design. C'est là qu'on va s'attarder à comment placer les plantes dans un espace pour que ça soit équilibré, harmonieux. Hein? Puis un des trucs les plus faciles pour ça, c'est de la répétition. Donc, de créer des groupes de plantes et puis de les répéter. En faisant ça, on vient harmoniser un espace. Est-ce qu'on commence avec un exemple concret? Oui, ben oui, je pense que c'est le temps, là. C'est bon? Donc, on a eu un concours, on a eu une grande gagnante, Armelle. Donc, on va présenter un peu là, sa situation. Donc, Armelle nous dit « Gros projet en vue, en avant de la maison, mais je ne sais pas par où commencer. » Ça arrive souvent quand on part d'une page presque blanche. L'aménagement de l'ancien comprenait un arbuste mort l'hiver dernier, quelques grosses pierres et du paillis. J'aimerais un coin de paradis pour les pollinisateurs. Donc, ça, on revient sur le plan de la biodiversité et qui demande peu d'entretien tout en laissant la fenêtre libre pour la luminosité à l'intérieur. Donc là, on a une contrainte là, au niveau de la hauteur. Exactement. Bon. Donc, en discutant avec Armelle, j'ai appris quelques trucs supplémentaires. Bon, elle a des jeunes enfants, ou il y a des jeunes enfants qui utilisent la propriété. Donc, on veut éviter les plantes toxiques. Aussi, bon, son intérêt à elle principalement, c'était d'avoir une floraison au printemps et puis en été. Donc, elle est moins intéressée par les intérêts automnaux et hivernaux. Le type de végétaux qu'elle est, bon, les arbustes à fleurs, mais aussi les arbustes avec un feuillage persistant. Donc, ça, c'est quelque chose là, qui va rester pendant l'hiver, justement. Elle aime beaucoup aussi les vivaces fleuries et puis les vivaces couvre-sol. Là, on parlait là, justement tantôt là, des rôles, donc des fonctions des plantes. Donc, côté écologique, bon, on va parler des pollinisateurs. Elle voudrait des plantes pour les pollinisateurs. Pour les oiseaux aussi. Donc, ils vont attirer et nourrir les oiseaux. Et puis, il y a un intérêt aussi pour les plantes indigènes au Québec. On pourrait peut-être rajouter aussi laisse passer la lumière là, pour la fenêtre, si on voulait en rajouter plus d'exemples. Exactement. Côté esthétique, bon, beaucoup de couleurs. Donc, pas de couleur en particulier. Des fois, on veut choisir des couleurs en particulier, peut-être quelque chose de monochromatique ou peut-être seulement 2 ou 3 couleurs. Dans ce cas-ci, là, c'est vraiment une explosion de couleurs, tant au niveau des fleurs qu'au niveau du feuillage. Et puis aussi, de rajouter là, des textures aussi variées là, au niveau du feuillage. Bon.
les conditions, ce qu'on sait sur le terrain d'Armel. Bon, c'est en zone, c'est ça. Donc, ça, c'est la zone de rusticité. Ça nous dit quelles plantes vont survivre là, dans le climat où elles habitent. On sait aussi que c'est un terrain, l'espace qu'on a à planter, et surtout au plein soleil. Donc, il y a 6 heures et plus de soleil par jour. Le sol est argileux, moyennement humide. Le pH, Armel ne pouvait pas nous le dire, mais j'ai regardé dans les photos qu'elle m'a envoyées. J'ai vu qu'il y avait des cèdres qui poussaient là. J'ai vu qu'il y avait des spirées japonaises qui poussaient là. Ça me dit que le pH, parce que chaque plante a un pH idéal ou un pH qui peut tolérer, donc une acidité du sol qu'elle peut tolérer. Donc, d'après moi, c'est un sol qui est neutre. Donc, il y a un pH entre 6 et 7, ce qui est bon là, pour plusieurs types de plantes. Parfait. Fait que là, j'ai déjà commencé. Normalement, on fait ça là, à l'étape 2, quand on va faire notre inventaire. On va dessiner déjà les bâtiments, les pavés unis, la piscine, la haie, les choses qui sont déjà en place. Exactement. Pour le bien de comprendre comment on part sur un dessin, je vais revenir un peu en arrière. Donc, je vais repartir là, quand vous êtes sur Tizanji. Donc, tizanji.com, mais vous pouvez accéder là, à l'application de jardinage et puis tout simplement accéder à l'application. Et on va partir comme quand on part un nouveau jardin. Donc, ici, je m'en viens faire un nouveau jardin. Puis, je vais mettre, on va protéger l'identité de notre gagnante. Donc, je vais mettre une autre adresse dedans. Donc, on va mettre une adresse. Et puis, donc, vous allez voir la photo là, venir déjà à grandeur réelle. Il y a toujours, on a pour les habitants qui sont au Québec, ben, on a non seulement la photo Google est souvent des couleurs plus vives, plus belles, mais les arbres, ils ont toutes leurs feuilles, fait que c'est plus difficile de voir parfois les limites de notre terrain, là, surtout quand on a la chance d'avoir une propriété avec beaucoup d'arbres. C'est pour ça que dans certains cas, ben, les photos du gouvernement du Québec sont plus faciles là, pour voir qu'est-ce qui est quoi. Là, on voit la coordonnée là, où j'ai parti mon terrain. Puis naturellement, selon, il y a des gens qui ont des plus grandes propriétés que d'autres, mais il y a possibilité d'agrandir la photo pour s'assurer qu'on a tout l'espace de notre terrain. Ce qu'il faut savoir, c'est que la photo, elle est à l'échelle. Donc, quand on va mettre un végétaux en place, mais il va déjà prendre l'espace réel qu'il va avoir à maturité. Puis si on a une table, on peut agrandir, puis on sait tout de suite là, le nombre de plantes qui rentrent dans une structure. Donc, comme je disais tantôt, là, quand on achète un arbuste qui est tout petit, ben, quand on va le mettre dans le dessin, dans une plate-bande de taille réelle, on va voir immédiatement sa taille à maturité. Donc, ça va être plus difficile de se tromper là, sur la taille des végétaux. Exactement. Si par exemple, on s'en va, puis on va faire du cèdre, donc un arbuste, une haie de cèdre, que je voudrais partir, mais là, je viendrais dire, moi, c'est une haie de cèdre, donc je vais faire en rang, puis je vais le mettre en plantation. Puis là, on voit, là, ma haie de cèdre, elle est là. Donc, pour déplacer ma surface, il faut qu'elle soit sélectionnée. Je reclique et je la replace. Puis après ça, ben, je m'en viendrai, par exemple, ici, mettre le bout de la fin, puis rajouter tous mes carrés. Donc, je viendrai rajouter là, un point ici et un point ici. Et là, ici, on voit, oups, je vais juste cliquer comme il faut sur le point. Pour faire ça, je vais me déplacer et je vais replacer le point. Donc, on voit avec mon espacement et mon diamètre le nombre de plantes que j'ai besoin. Puis peut-être qu'au début, on voudrait les montrer qui sont plus petits. Fait qu'admettons, je les mettrais à 70 cm. Mais on va voir l'espacement parce qu'on a acheté des plus petits arbustes. Si on voulait, par exemple, une haie très serrée, là, les arbustes de cèdre, on pourrait aussi dire, par exemple, je vais les mettre à 80 cm, puis
Donc, on va pouvoir jouer là, sur ces paramètres-là et on va savoir, ben, si je veux une haie de cette grandeur-ci, j'ai besoin d'en acheter 90. Donc, en dedans, là, ça prend quelques minutes. Un coup qu'on est familiarisé, là, ça prend peu de temps avant d'avoir un espace, un canevas sur lequel dessiner. Exactement. Normalement, à l'étape 2, là, on va s'amuser justement. C'est une belle façon de prendre en main le logiciel. On va commencer à se dessiner qu'est-ce qui est en place. Tu sais, par exemple, ici, j'ai une entrée de cours. Bien là, je vais venir la dessiner. Je vais venir la prendre, puis la placer, la tourner. Avec les petites poignées bleues, je peux l'agrandir, puis vraiment la mettre là, à l'échelle. Puis on va dessiner lentement, comme ça, on va apprendre le logiciel. Ben Là, oui. aujourd'hui, on veut se concentrer sur la méthode Perl, fait qu'on va revenir dans notre contexte. Je vais ouvrir donc. C'est important de noter là, que tout ça, ça peut aussi se faire à la main. Hein? On n'est pas obligé de le faire à l'ordinateur avec Tizangi. Mais bon, personnellement, moi, en tant que professionnel, concepteur professionnel, là, oui, j'aime ça dessiner à la main pour le plaisir, mais de façon professionnelle, jamais je retournerai à l'arrière pour dessiner à la main. Ça prend trop de temps faire des changements. C'est tellement plus facile pour moi d'imaginer différents scénarios, donc de dessiner quelque chose et puis de le mettre de côté, faire une autre version, une après l'autre. Ça se fait tellement rapidement là, quand on utilise un logiciel comme Tizangi, plutôt que d'avoir à utiliser du papier calque ou effacer ou bon. Ouais. Donc, c'est possible de le faire pour les gens là, pour les gens qui veulent suivre la formation. C'est possible de le faire à la main aussi. Mais bon, je privilégie là, les logiciels ou les applications comme Tizangi. Avec Tizangi, ce qui est le fun, c'est qu'on peut se faire plusieurs. Tu sais, si on veut vérifier une version ou une autre, on peut les mettre sur des calques différents. Puis tout simplement, là, avec les petits yeux, ben, on ferme le calque ou on met le calque. Et puis là, on peut voir là, les différentes versions de ce qu'on crée puis choisir la meilleure version. Donc, là, je vais cacher, entre autres, mon arbre parce qu'on va travailler la plate-bande qui est juste ici. Comme ça, on va avoir un peu plus là, la vision. Je vais réafficher justement la plate-bande. Si jamais il y en a qui utilisent là, une version avec une licence, j'ai aussi là, ce qu'on avait vu, donc toutes les contraintes de Armel, qu'est-ce qu'elle avait dans sa plate-bande? Bien, ça, on peut les mettre dans notre analyse environnementale. Donc, on s'en vient ici. Puis elle a dit c'est plein soleil, c'est argileux, c'est un pH neutre, c'est une quantité moyenne d'eau, mais c'est bien drainé. Donc, on peut tout mettre ça, ça va être dans nos filtres. Donc, on va pouvoir s'en servir plus tard pour s'assurer qu'on a juste mis des plantes qui vont bien. Avec notre plate-bande. Et ben là, on rentre là, dans Perl, la bonne plante à la bonne place. Donc, on va venir sélectionner les végétaux. Bon, maintenant, la première étape, c'est qu'on va se faire une liste de végétaux qui nous intéressent. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va tous les utiliser, ces végétaux-là, mais c'est la liste de végétaux qu'on trouve intéressante, qui répondent à nos objectifs, à nos contraintes. Hein. On va juste retourner, Audrey, rapidement, retourner voir là, nos listes là, de besoins. Bon, donc là, on savait quel type de végétaux, toutes sortes de couleurs. Il y avait des fonctions, hein, donc on voulait des plantes pour les pollinisateurs, des plantes pour les oiseaux. On veut des plantes indigènes. Et puis, bon, on veut bien sûr des fleurs et des feuilles de toutes sortes de couleurs. En termes de conditions, bon, la rusticité, zone 6A, plein soleil, un sol argileux, moyennement humide avec un pH neutre. Donc ça, on va pouvoir retourner directement là, dans l'application. Si on retourne à notre scène, au niveau du sol, la rusticité, on l'a déjà vu, là, on l'a implanté dans l'environnement. Ce qui manquait, c'était la rusticité. Ça, on va le mettre dans le petit i.
On s'en va dans l'environnement, puis on s'en va, donc là, on est dans la zone 6A. Donc ça, on va le rajouter. Ceux qui ont une licence Tisanji, donc avec le programme d'accompagnement C'est inclus, ben, on voit quand on va chercher dans notre menu contextuel, ben, il est possibilité de chercher par critères environnementaux. Puis là, on voit, là, j'ai 9 filtres qui sont déjà appliqués, là, qui reviennent finalement là, à notre environnement, mais aussi un peu la largeur, parce qu'on considère que sur une plate-bande de cette grosseur-là, ben, il y a des limitations, ce qu'on peut pouvoir mettre. C'est ça. Bien, justement, là, quand on regarde P, le P de perle, la bonne plante à la bonne place, donc il y avait la rusticité, la luminosité, le type de sol, l'humidité, mais aussi l'espace. Puis dans ce cas-ci, notre plate-bande fait un petit peu plus que 2 mètres de largeur, donc on ne veut pas des plantes de plus de 2 mètres. Oui. Ici, il est même un petit peu grand. Là, je pense qu'on pourrait même, si on voudrait le rapetisser là, encore un petit peu. Et puis, en termes de hauteur aussi, là, en termes de proportion, bon, si on regarde ce qui est autour, par exemple, il y a une headset d'à peu près 3 mètres. Bon, là, je parlais, là, il y a aussi le principe du tiers. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser des formes qui sont peut-être le tiers ou le 2 tiers de formes qui sont à côté. Donc, si la head fait 3 mètres, peut-être qu'on peut avoir quelque chose qui fait 2 mètres à côté. Ça fait une bonne distinction entre les deux, mais ce n'est pas trop petit. Après ça, dans les esthétiques et fonctions, mais on se rappelle qu'on voulait avoir attiré les pollinisateurs utiles pour les oiseaux. On avait vu également qu'on voulait surtout des floraisons au printemps et en début d'été. On pourrait même, là, si on voulait un aménagement qui en aurait tout le temps, on pourrait même venir mettre le fin d'été ou automne là, pour en avoir à tout moment, ou on pourrait faire des recherches une fois qu'on a sélectionné nos plantes, juste pour, il y a une période là, en particulier que je voudrais avoir des floraisons. Si on voulait chercher par couleur particulière, on pourrait venir là, ici mettre des couleurs particulières. Et puis après ça, on veut une plante sans problème. Donc, on a notre fameux filtre du jardinier paresseux. Exactement. Là, au fur et à mesure qu'on rajoutait des filtres, là, on voit dans le wiki les plantes. Et puis là, on voit là, tous les filtres auxquels ça correspond. Donc, on va choisir les meilleures plantes pour correspondre à nos différents filtres. Puis là, là, ça va un peu par ce qu'on aime, ce qu'on veut. On peut aller voir plus de détails. Là, par exemple, le physocarpe à feuilles d'aubier, là, on pourrait aller voir la fiche plante, aller lire là, la description, plus d'informations sur le contexte, sur les plantes amies, les nuisibles. Donc là, on sait que ça résiste au chevreuil, entre autres. On pourrait avoir justement, là, le carpe, là, c'est une plante que j'aimerais mettre dans l'aménagement, dans cet aménagement-là. Pourquoi? Bon, il y a les dimensions qui vont bien avec ces plates-bandes-là. C'est à peu près 2 mètres de large, peut-être 2 mètres de haut. 2 mètres de haut par 1,50 m de large, oui. Donc là, ça, c'est vraiment intéressant. Ça va bien fonctionner dans cet espace-là en termes de proportion. Puis bon, ça va chercher un des éléments qu'on avait dans nos besoins qui étaient les couleurs de feuillage. Donc là, on va chercher quelque chose qui, pendant toute la saison de croissance, va créer un contraste au niveau des couleurs. Donc, quand on veut faire notre palette, donc choisir nos plantes, on va les mettre sur le dessin, mais à l'extérieur de la plate-bande pour pouvoir les monter peu à peu. Donc, on viendrait, par exemple, ici, puis on vient tout simplement ajouter. Là, c'est une grosse plante, donc on ne va pas nécessairement vouloir mettre une talle, on va vouloir mettre juste une plante parce qu'on n'a quand même pas une plate-bande énorme, donc on va choisir une plante toute seule, puis on va venir là, la rajouter, puis on va la mettre un peu à côté, histoire de commencer à créer notre palette. Normalement, on va reprendre l'opération peut-être 7, 8, 10 fois là, en fonction de la grosseur de palette pour pouvoir sélectionner tous nos végétaux.
Là, parce qu'on a une contrainte de temps, ben, on a fait une présélection là, en utilisant toujours la même méthode, en regardant nos critères, puis en regardant les plantes là, qui vont faire, qui vont fonctionner avec. Donc, je vais juste les faire apparaître. Puis là, on voit que notre physocarpe, entre autres, il était déjà là. Donc, je vais juste ici l'effacer. Et non seulement on les a choisis, mais je les ai un peu pré-classifiés là, dans différentes catégories. Donc, si tu peux nous en parler là, un petit peu là, pour comprendre comment ça se structure une plate-bande. Moi, j'ai sépare en 4 catégories. Bon, ça a rapport avec la taille, les dimensions des plantes, mais c'est aussi un peu l'usage qu'on va en faire. Donc, la première catégorie, c'est tout ce qui est les plantes qui sont les plus grandes. Donc, dans ce cas-ci, on a un physocarpe, on a un végéla. Donc, c'est 2 arbustes qui sont plus grands que les autres végétaux dans l'aménagement. Ça, c'est relatif à la taille d'une plate-bande ou d'un aménagement. Là. Donc, un petit espace, on va avoir des plus petits végétaux. Donc, ça, c'est les plus grands. Ça vient créer une structure dans un espace. Donc, on pourrait, par exemple, mettre un arbuste d'un bord, un arbuste de l'autre bord. Donc, on vient définir les extrémités de notre plate-bande. On pourrait aussi faire le contraire, mettre quelque chose de plus gros au milieu, puis là, y aller du plus grand au plus petit. Là. Donc, dans certains contextes, ça pourrait fonctionner aussi. Puis on commence toujours par ça dans une plate-bande, on commence par mettre nos plantes structurantes. Exactement. Donc là, c'est ça, on vient vraiment définir les limites, la structure. On vient structurer notre plate-bande. Donc là, tu parlais d'en mettre un de chaque côté. Donc, pour déplacer nos végétaux, c'est pas très compliqué. Il faut cliquer une première fois pour sélectionner la surface. On voit les petites poignées qui se mettent, puis on reclique une deuxième fois, puis en gardant le bouton à côté. Mais là, je viendrais, là, c'est bien ça, le mettre à l'autre opposé de la plate-bande pour amener notre structure, nos 2 extrémités finalement. Exactement. Donc, on voit là, qu'ils font, selon l'espace, ces végétaux-là fonctionnent très bien là, pour l'endroit où on va les mettre. Bon. Ici, ce qu'il faut faire comme des bons étudiants, là, puis pas dépasser, ou si je pourrais dire, là, je vais prendre mon végéla, puis je vais le planter à l'intérieur de la plate-bande, mais il va venir un petit peu dépasser la plate-bande. Ça dépend de notre style de jardin qu'on souhaite. Si on veut quelque chose de très contrôlé, bon, peut-être qu'on va vouloir rester à l'intérieur. Si on veut un look un petit peu plus naturel, sauvage, on peut dépasser un petit peu. On veut faire attention à la circulation aussi. Peut-être le végéla, on ne veut pas qu'il dépasse sur le palier qui mène à la maison, mais le physocarpe, c'est pas trop grave. Là. Surtout que c'est une plante qui est évasée, donc qui est plus petit dans le bas, avec le temps, là, avoir tendance à pousser en largeur en haut, mais à la base, là, bon, ça n'interférera pas avec ce qui est en dessous. Là. OK. Donc, on a fait nos plantes structurantes. On continuerait avec nos plantes intermédiaires, celles qui vont connecter. C'est ça. Bien là, ce qui arrive, c'est qu'on part de quelque chose de plus grand, puis on va au plus petit. Mais si on part de quelque chose qui fait 2 mètres, puis là, on tombe à quelque chose tout à coup qui fait 30 cm, c'est vraiment une grosse différence. Là. Donc, on veut y aller, on veut faire une transition. Donc, on va y aller avec des plantes là, qui sont de taille intermédiaire. Donc là, dans ce cas-ci, là, ça devait être autour de 1 mètre, 1,50 mètre dans ce coin-là. On a le barbon de Gérard qui va faire 67 cm de haut. On a la rudbeckie qui, lui, s'en va à 93. Puis on a l'épinette naine du Colorado qui est 1,50 m. C'est ça. Ben, allons-y avec l'épinette. Moi, j'aimerais ça de la mettre, disons, à côté du physocarpe. Pas trop à l'arrière, un peu vers l'avant, parce que, bon, on va se souvenir là, qu'on ne voulait pas bloquer la lumière qui rentre dans les fenêtres là, qui sont ou la maison. OK. Donc, ça, c'est parfait comme ça. Puis ça nous laisse un petit trou à côté là, où on va pouvoir mettre d'autres choses. Par exemple, la rudbeckie. Donc, ça pourrait être intéressant. Là, un beau contraste de couleurs, de feuillage et puis de fleurs. Donc, le physocarpe avec ses feuilles dans le petit pot.
Pardon? Dans le petit trou qui est là? Oui, exactement. Le petit trou, là, juste à côté là, de l'épinette. C'est ça. Donc, on va essayer d'en mettre le plus possible, là. Ouais, mais il n'est pas très gros, notre trou, hein, si on regarde, là. Je pense pas que je peux vraiment en mettre 2. Bon, OK, parfait. Comme ça. Quelque chose qui est bon pour avoir un aménagement qui est esthétique, c'est l'équilibre. On veut équilibrer. Donc, si on regarde dans le deuxième E, hein, de perle, c'est équilibre et harmonie. Là, c'est toutes, hein, les théories du design. Donc, pour avoir de l'équilibre, on va aller chercher à répéter certaines choses. On va répéter des couleurs, des formes, des textures et tout ça. Donc, moi, j'aimerais ça. Je ne veux pas répéter l'épinette. Mais Hein? non, c'est pas Parce gros. qu'elle prend quand même beaucoup de place, là. Je ne veux pas la mettre de l'autre côté, donc, mais j'aimerais ça la répéter, le barbon. Pourquoi? Bon, même si ce n'est pas la même plante, il y a un feuillage qui est bleuté, un peu comme l'épinette. Donc, je trouve que ce serait bien de répéter ça de l'autre côté, du côté opposé de la plate-bande. Donc, ça n'a pas besoin d'être parfaitement symétrique, là. Hein? Même que... Le feuillage il est bleuté, je vais venir même le changer là, pour vraiment y donner un feuillage très, très bleuté. Comme ça, on va le voir plus. On va s'en rappeler que c'est pour ça qu'on avait choisi l'épinette, le bourbon. C'est ça. Là, toi, tu vas en mettre ici? Oui, exactement. On va aller mettre une petite talle. Moi, j'aime beaucoup ça, mettre des talles d'une forme. Hein, moi, j'y vais un peu au pif, là, surtout au début. Je mets une talle, j'y donne une forme qui n'est pas trop carrée, qui n'est pas trop ronde. Donc, quelque chose qui est un peu aléatoire pour que ça ait de l'air naturel. Fait que là, pour se donner un maximum de flexibilité, j'ai changé d'un rectangle à un polygone. Ouais. Puis là, ben, je suis capable de les dire, ben, pas trop sur la plante qui était déjà là. Je vais y mettre même une courbe. Je vais pouvoir rentrer. Puis là, j'ai vraiment là, la pleine flexibilité là, au fur et à mesure qu'on développe. Là, on va pouvoir placer nos plantes. Fait qu'on va commencer avec ça, puis on va rajouter là, plus tard, là, mettre plus ou moins de plantes dedans. Là, on voit que, bon, il y a un certain équilibre, mais ce n'est pas parfaitement symétrique, là. Hein? Si on tombe dans le trait symétrique, on va y aller avec la précision pour faire exactement pareil. Mais là, ce qu'on veut y aller, c'est juste hein, ajouter un peu de forme ou de couleur, de texture d'un bord puis de l'autre qui se ressemblent. Hein? On va aller quelque chose de très symétrique avec une architecture très moderne, plus épurée. Puis souvent, il va y avoir plus d'espace. Normalement, quand on s'en va dans des choses symétriques, on va vouloir avoir moins grande densité, c'est ça? Exactement. Bon, ça, on peut le faire. Si c'est le style hein, qu'on a défini pour nous dès le départ, on peut le faire comme ça. Une note, par exemple, moi, je trouve que quelque chose qui est très symétrique, qui est très précis, ça demande plus d'entretien. Il faut s'assurer que les plantes restent à leur place, qui ont les bonnes dimensions. Donc, des fois, ça va être plus de travail pour tailler, puis s'assurer que les plantes restent symétriques avec le temps. Là. Donc, c'est un petit peu plus de travail. Y a-tu là-dedans, est-ce que tu as des plantes que tu veux répéter, c'est-à-dire redupliquer des plantes existantes ou si on va tout de suite à la prochaine étape? Là, on le voit, là, moi, ça me saute aux yeux, là, la rue de Becky, là, qui est tout seul là, dans son coin. J'aimerais ça en mettre de l'autre côté pour aller répéter cette tache de couleur-là. Donc, j'aimerais ça en rajouter de l'autre côté. OK. Donc là, je l'ai sélectionné. Je vais appuyer sur dupliquer. Puis là, je vais aller en mettre de l'autre côté, par exemple ici. Est-ce qu'on va faire comme en mettre quelques-unes autour de notre... Oui, c'est ça, exactement comme ça. Ah oui, c'est bon ça. Je sais bien que c'est on peut aller ajuster là, si les trucs sont trop collés là, au départ, mais un petit groupe là. Et puis, tant qu'à faire, là, j'aimerais ça aussi en rajouter un autre groupe de l'autre côté, à côté du physocarpe. OK. Un groupe encore de 2 parce qu'ils sont quand même assez grosses par rapport à notre hein, des fois, là, on dit d'utiliser des groupes hein, impairs. Bon, ça fonctionne bien dans certains contextes. On essaie d'en avoir 3, mais là, on a vraiment une plate-bande là, qui est vraiment serrée, donc on va y aller au maximum. Donc là, c'est un exemple là, de répétition qui n'est pas symétrique. Là, on a un groupe d'un côté, puis là, on a 2 autres individus de l'autre côté.
Mais bon, ça vient, hein, ça vient créer de l'harmonie. Hein? Donc, quand on va regarder ça, il y a du jaune quand ça va être en floraison. Il y a le jaune-orange qui va sortir et qui va venir unifier, hein, notre plate-bande. Il ne faut pas oublier qu'on va acheter les plantes qui vont être plus petites, puis en grandissant, ben, ils ne vont pas avoir une forme parfaitement ronde, puis ils vont venir, sont un peu pris à l'étroit ici, fait qu'ils vont venir remplir des trous, puis ils vont un petit peu s'adapter aussi. Là. Exactement, c'est ça. Là. Donc là, on a un jardin, là, ça a l'air plus parfait, mais en réalité, les plantes s'adaptent à leur environnement, vont prendre les places qui sont vides souvent. Bon, le troisième groupe, là, c'est les plantes accents. Ça veut dire quoi, ça, une plante accent? Bien, ça, c'est vraiment pour aller accentuer. C'est là qu'on va aller mettre, c'est là qu'on veut mettre notre wow. Hein? C'est là qu'on veut aller mettre le plus grand impact. Hein? Donc, souvent, c'est des plantes de taille moyenne qui sont un petit peu plus petites. Ce n'est pas des très petites, mais c'est vraiment là, ça, c'est comme le cœur de notre plate-bande. Donc, justement, là, on a les géraniums qu'on avait choisis, des géraniums rosanes. Qui produisent des fleurs, je dirais, du mois de juin jusqu'au gel. Donc là, hein, pour aller mettre dans le centre de notre plate-bande, aller mettre l'attention au centre de notre plate-bande comme un point focal aussi, c'est vraiment un bon choix parce qu'on va vraiment avoir de la couleur pendant juin, juillet, août, septembre, octobre. Tu sais, ça, c'est 5 mois d'intérêt. Donc, c'est vraiment un bon choix pour aller mettre ça en plein milieu. Puis, en même temps, c'est une plante peut-être de 40-50 cm de haut. Donc, elle ne va pas bloquer les fenêtres qui sont en arrière. Donc, tu vas les mettre en arrière, c'est ça? Oui, exactement, contre la maison. Donc, puis là, toi, tu aimes ça les mettre normalement 1/6 plus serré. Fait que ça va nous mettre à peu près à 82. L'espacement, on va les mettre un petit peu plus serré. C'est ça. Si on met les plantes, disons, là, une plante à 60 cm de largeur, et puis on la place aux 60 cm, les plantes vont à peine se toucher. Et puis, quand on plante en quinconce, il va y avoir tout le temps un petit trou, hein, au centre, disons, de 3 plantes. On ne veut pas qu'il y ait de trou. On veut remplir cet espace-là. On ne veut pas que les mauvaises herbes viennent pousser dans cet endroit-là. Donc, en resserrant les plantes un petit peu, en changeant l'espacement, bien là, on vient fermer ces petits trous-là. Puis les plantes, naturellement, peut-être pas toutes les plantes, mais la grande majorité des plantes aiment ça être un petit peu collées. Ils aiment ça se coller, les plantes, ils vont mieux pousser, ça crée un microclimat en dessous qui va garder, qui va agir un peu comme un paillis, hein, qui va protéger le sol des rayons du soleil, du vent, de l'érosion et tout ça. Donc, on va faire ça comme ça. Bon. Là, on n'a plus beaucoup de place. Est-ce qu'on veut enlever, par exemple, une des spirées qui était déjà en place ou on continue puis on la trouve belle, fait qu'on la garde puis on décide que finalement, on n'a pas de place pour mettre une deuxième accent là, dans une si petite plate-bande? Ouais. Ben, moi, je pense que la Rosanne là, va vraiment venir chercher presque toute la saison en termes de floraison. Donc, je pense qu'on va oublier la marguerite qu'on avait choisie dans ce cas-ci. La marguerite c'est une marguerite hybride qui va fleurir peut-être 6 semaines. Donc, ça ne se compare pas du tout. Là, je vais passer à l'étape des plantes de remplissage. Donc, j'avais choisi l'Hampsonie et puis une pivoine à feuilles de fougère. En termes d'intérêt, bon, c'est dur de choisir parce que l'Hampsonie, bon, a des fleurs vraiment bleues là, au printemps. La fougère a des fleurs rouges au printemps. La pivoine, elle, a un feuillage qui est texturé. Hein? On dit c'est une pivoine à feuilles de fougère, donc elle a des petites feuilles très fines, donc c'est intérêt au niveau de la texture. L'Hampsonie, par exemple, celle-là, elle va me chercher parce qu'à l'automne, le feuillage va devenir un jaune pétant. Donc, c'est vraiment quelque chose là, pour l'automne là, qui va venir vraiment nous chercher. Donc, bon, ça dépend des goûts. Hein? Qu'est-ce qu'on veut aller chercher? Est-ce que c'est de l'intérêt automnal? Est-ce que c'est la texture? Bon,
Hein? Là, c'est selon nos goûts. Écoute, je pense que là, dans ce cas-ci, là, je vais y aller avec l'Hameçonite. OK. Pourquoi? Il y a une raison, là. On va commencer avec l'Hameçonite parce que j'aimerais ça que tu ailles dans la description de la pivoine. Ah. Parce qu'il y a quelque chose que je me suis souvenu, c'est qu'on voulait des plantes qui sont non toxiques. Ah. Les pivoines, incluant la pivoine à feuilles de fougère, hein, c'est écrit là, il y a une petite note. Hein, c'est important d'aller lire les descriptions des plantes hein, qu'on sélectionne. Bon, ce n'est pas une plante qui est très toxique. Hein. Bon, probablement, puis il y a peu de chances qu'un enfant ou un animal décide d'en manger, mais on ne sait jamais. Hein. Les enfants, ça met toutes sortes de choses dans leur bouche. C'est pas quelque chose, bon, je veux vous rassurer, les pivoines, là, ça va pas, il n'y a personne qui va en mourir. C'est vraiment quelque chose qui va peut-être causer là, des malaises là, au niveau du ventre, hein, peut-être des vomissements et tout ça, mais c'était dans les notes là, de besoin. Donc, peut-être là, dans ce cas-ci, on n'a pas beaucoup de place, on va y aller avec l'Hameçonite, qui, elle, n'a pas ce problème-là. Fait que là, l'Hameçonite, on avait dit que c'était une plante qui faisait du remplissage. Fait que là, est-ce que j'y vais fort, là, puis je remplis tous les trous qui sont ici, puis que je vais peut-être en chercher une de plus de ces deux côtés, donc une pour la vie? Ça, là. Moi, j'aimerais ça. On va aller remplir. En fait, je pense que la géranium, là, j'aimerais ça que tu m'en rajoutes une, puis qu'on va pour aller chercher plus d'impact. Puis là, on va aller remplir avec l'Hameçonite. Fait que je la rajoute comme ça pour en faire 4 ou tu veux que je la rajoute ailleurs? Plus en avant. OK. Fait que... Parce qu'elle est plus petite, je veux qu'on la voit quand même bien. Là, je vais en rajouter une. Là, aussi, c'est pour aller avec les formes un peu plus naturelles. Donc, en la mettant vers l'avant, ça donne une forme plus intéressante un petit peu. Là. Donc, c'est pas vraiment. De l'autre côté? Juste en avant. Juste en avant des autres. Donc en plein milieu. Comme ça. C'est ça. Puis là, on voit, là, il y a un petit trou qui s'est formé. Hein? Ouais. Donc, on va aller remplir ce trou-là avec l'Hameçonite. OK. Souvent, bon, surtout quand on a plus de place, le remplissage peut se faire avec des plantes couvre-sol. Puis bon, on pourrait considérer l'Hameçonite comme une plante couvre-sol. Ce n'est pas une plante qui se répand énormément, mais on pourrait l'utiliser comme couvre-sol. Pour. Là, je pourrais peut-être, je les avais mis en séparé, là, mais je pourrais peut-être même les garder là, en des plantes tout seules, puis je vais les placer là, une à une, ces plantes-là, là, pour vraiment remplir les trous. C'est ça. Là, c'est un peu là, tannant, là, mais j'aimerais ça aller balancer ça. J'aimerais ça créer de la répétition hein, pour créer de l'harmonie. Surtout au printemps, quand l'Hameçonite va être en fleurs, j'aimerais ça la répéter à un autre endroit. Là, j'ai des trous ici. Côté. On a 3 trous là, ici. Là. Ben, moi, je pense que j'aimerais que tu enlèves la rudbeckie qui est à l'avant. Hein? Celle-ci, là. Celle-là, oui, exactement. C'est ça. Enlève ça, on va la remplacer par l'Hameçonite. Hein, là, on peut sûrement en mettre. On peut peut-être en mettre 3 si on crame ça au bout. C'est ça. Donc là, on vient comme balancer les choses. Donc là, au printemps, on ne va pas juste avoir un petit groupe qui est en fleurs, on va avoir 2 groupes qui sont en fleurs. Bon, donc, ça va créer de la répétition et donc de l'harmonie. Est-ce que je remplis les 2 autres trous? Autant qu'on peut. Autant qu'on peut. Hein? Oui, capitaine. Et voilà. Donc, là, bon, on pourrait fignoler tout ça, aller placer les plantes exactement au bon endroit. Et la vérité, c'est que quand on arrive à l'implantation, quand on va planter, donc là, c'est vraiment le moment de bien placer les choses là, pour s'assurer que ça rentre bien en réalité.
Fait que là, ce qu'on veut voir, on veut s'assurer que ben, par rapport à la bonne plante, la bonne place, on n'a pas fait d'erreur. Oui. Ça, c'est cool parce qu'on a une analyse environnementale. Donc, on peut venir dans notre analyse, puis on peut venir le voir. Est-ce que c'est toutes des plantes qui vont bien avec le soleil? Aucun conflit. Est-ce que c'est toutes des plantes qui vont bien avec notre type de sol? Ben, limoneux, sablonneux, donc ça tolère bien le comptoir, donc ça va bien. Quantité d'eau, on avait moyen, donc aucun détecté, drainage de sol. Donc là, on se rend compte qu'on a vraiment des plantes qui fit parfaitement bien avec presque toutes les qualités. Au niveau du sol, ça le tolère. Fait qu'on n'est pas... On a des bonnes plantes pour la bonne place. Exactement. Puis on sait qu'ils ont toutes les bonnes dimensions parce que, bon, on a la taille mature directement là, dans le dessin. Mais, bon, on parlait aussi là, d'avoir une floraison pendant toute la saison pour avoir de l'intérêt prolongé. Donc là, il y a moyen d'aller voir ça là, avec Tisanji. Si vous prenez une licence Tisanji, vous pouvez appuyer sur la petite loupe. Et là, donc, quand on appuie dessus, elle se transforme en fleur. Puis là, vous voyez, là, il y a comme un graphique. Puis au lieu d'être une barre qui permet l'agrandissement, bien, ça nous permet de voir à chaque semaine qu'est-ce qui va être en fleurs au jardin. On voit les plantes apparaître là, par rapport aux floraisons. Donc, on se rend compte que ben, dès le printemps, on a déjà pas mal de choses en fleurs. Puis, on va chercher là, un pic là, entre le début du mois de juin puis le début, la moitié du mois d'août. Fait que ça correspond pas mal à ce que Armelle nous disait, là, printemps, été principalement. Mais ça s'étend encore plus. Ben oui, parce que toi, tu sais, qui tu es, ben c'est important qu'il garde quand même des intérêts. Donc, on a de l'intérêt là, à longueur d'année. C'est ça. On le voit avec la floraison hebdomadaire. Mais il y a une autre façon de le voir, c'est à partir du calendrier. Donc, par défaut, on voit le calendrier, là, une plante après l'autre. Ce serait important aussi de bien mettre les dates de gel. Là, Armelle, elle a dit 6A, donc c'est probablement plus on pourrait se tasser pour avoir vraiment une fin de gel un peu plus tôt, parce qu'à Montréal, ben, ça gèle plus tard. Et puis après ça, au lieu de voir par plante, on va aller se placer par tâche. Et en bas, c'est les floraisons. Fait que là, on se rend vraiment compte, là, exactement comme on voyait dans le graphique, que le cœur des floraisons, c'est vraiment le printemps puis le début de l'été. C'est ça. Puis on voit aussi, là, ce qui est important pour moi, c'est que les floraisons se chevauchent. Hein? Parce que, bon, on a beau dire que telle plante va fleurir à ce moment-là, des fois, ce n'est pas la réalité. Puis il y a toutes sortes, là, on a certaines espèces de plantes, mais il y a différents cultivars, peut-être, qui vont avoir des floraisons qui sont un peu différentes. Donc, pour s'assurer qu'il n'y a pas de trou là, entre deux plantes. Si on a une plante qui fleurit au mois de juin, puis l'autre au mois de juillet, bien, peut-être qu'il va y avoir un trou entre les deux. Donc, je préfère des plantes qui vont, disons, fleurir mi-juin à la mi-juillet, puis une autre que début juillet jusqu'à la fin juillet. Donc là, ça se croise. Donc, on a de meilleures chances là, d'avoir tout le temps des floraisons. Oui, parce que ce n'est pas une science exacte là, en fonction de la chaleur, du nombre de jours de pluie. Il y a un paquet de facteurs qui fait que d'une année à l'autre, ça va un petit peu varier, là, ces choses-là. Exactement. Donc là, ben, on aurait finalement dessiné notre plateforme. Exactement. Donc là, on a une belle plate-bande qui est en fleurs du mois d'avril, quasiment jusqu'au mois d'octobre, novembre, là, avec beaucoup de floraisons en plein milieu de l'été. On a une structure avec des arbustes de part et d'autre, des plantes de transition. On a notre géranium qui va aller chercher le wow là, en plein cœur de la plate-bande. Qui va aller chercher un intérêt visuel. On a respecté les conditions. Écoute, je pense qu'on a pas mal touché à tout ça. Puis en plus, ben Armelle, elle pourrait utiliser là, son inventaire. Ça va super bien fonctionner sur son cellulaire. Elle va avoir toutes les plantes. Elle pourrait enlever, par exemple, les implantations qui sont déjà in situ, mais ça, c'est les plantes qu'elle a déjà. Fait qu'elle pourrait, au lieu de mettre, on va mettre juste les plantations et les semis.
Et donc, là, elle va avoir sa liste d'achats. Donc, elle va arriver équipée là, en jardinerie avec vraiment toutes les plantes qu'elle doit acheter. Puis, au fur et à mesure qu'elle les met dans son panier, ben, elle peut cliquer comme acheter. Puis, elle est toute équipée. Est-ce qu'il y a moyen de savoir? Je le sais qu'on l'a mis dans les filtres, mais est-ce qu'il y a moyen de savoir quelles plantes vont être intéressantes pour les pollinisateurs et puis les oiseaux? Ben oui. Donc là, on avait dans nos filtres. On va les enlever, on va remettre juste ces filtres-là. Donc, par exemple, on a tout au bas, pollinisateurs et les oiseaux. Donc là, on voit que j'ai 8 plantes au jardin. Donc, on pourrait savoir quelles sont les plantes. Si je veux voir elles sont où, mais là, j'appuie sur la cible. Puis là, on voit, ben, c'est... Bon, il y a 2 plantes qu'on n'a pas mis, mais on voit là, toutes nos plantes qui sont intéressantes pour les pollinisateurs et les oiseaux. Ben, c'est presque toutes nos plantes. Là. Hein? Et puis, je peux vous dire que la rudbeckie c'est une rudbeckie qui est indigène au Québec, du moins dans certaines parties du Québec, versus d'autres rudbeckies qui viennent de l'Amérique du Nord, mais qui sont peut-être moins présentes au Québec. Celle-là, c'est vraiment une plante qui est indigène au Québec. On le voit d'ailleurs, notre fournisseur Aken est spécialiste dans les plantes indigènes. Souvent, quand on voit qu'il est fourni par Aken, c'est un bon indice que c'est des plantes indigènes. Fait que là, Mathieu, on a vu comment qu'on faisait un aménagement d'une plate-bande avec la méthode PERL. Mais faire un aménagement paysager complet, c'est bien plus que ça. Oui. Ben, c'est pour ça aussi qu'on a créé le programme d'accompagnement. On a déjà des centaines de personnes qui l'ont suivi. C'est un programme que vous suivez à votre rythme, qui se passe en détail en 8 étapes qui suivent là, un projet d'aménagement réel. C'est fait pour tout le monde. Que vous soyez débutant ou expérimenté, n'importe qui peut suivre cette formation-là. D'ailleurs, on a fait notre programme là, au complet avec les 2 voies, c'est-à-dire faites à la main, faites sur Tisanji, puis on vous offre là, tout le support pour pouvoir suivre, là, quelle que soit la voie que vous choisissez. Mais avant d'en parler plus, laissons ceux qui ont fait le programme vous en parler. Bonjour, je suis Isabelle. Mon nom est Martine. Moi, c'est Isabelle. Je m'appelle Élise. Il y a 3 ans, on a déménagé et j'ai découvert Tisanji. Mon défi, c'était vraiment d'arrêter de laisser tourner en rond dans ma tête un projet d'aménagement sans jamais savoir par où commencer. On commence par où? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai quand même un grand terrain. J'ai beaucoup de belles plantes. Mais finalement, quand on regarde l'ensemble, ça a l'air de n'importe quoi. J'y allais vraiment beaucoup par coup de cœur, puis je planifiais pas vraiment mes espaces. Beaucoup de choses auxquelles j'avais pas pensé, donc il faut tenir compte. On doit le réfléchir étape par étape. On avait vraiment comme une plus grande photo de ce qu'on avait à faire pour organiser un espace. Ça fait tellement de sens, c'est logique, mais je l'aurais pas fait comme ça nécessairement. Ça a été vraiment rapide. Au début, je trouvais ça impressionnant, mais ça a été vraiment simple pour m'y mettre. Pour moi, Tisanji, ça a vraiment été comme une découverte. Là. Je me suis vraiment amusée. Puis j'ai vraiment comme fait, wow! Je suis capable de trouver ce que j'aime, puis je peux même planifier mes achats, puis faire en sorte que ma plate-bande se transforme en projet concret. Une des stratégies qu'on a apprises, c'est de commencer par faire un tableau d'inspiration. Quand j'ai vu la version finale de mon tableau d'inspiration, ça a été tellement clair pour moi, le type d'ambiance que je recherche. Donc, je pense qu'à partir de maintenant, ça va être plus facile pour moi de faire mes choix en respectant cette vision-là. Vraiment d'avoir un plan puis de dire, OK, ben on commence par là, au lieu d'essayer d'en faire un petit peu partout, mais qu'il n'y a rien d'organisé. J'ai trouvé que c'était une belle expérience vraiment de pouvoir profiter de toutes les informations accessibles sur la plateforme aussi, puis aussi d'avoir un outil qui est simple à utiliser puis qui nous en apporte beaucoup. J'ai réussi à le faire par moi-même, puis je vois que ça se passe vraiment bien parce que la structure de l'aménagement, là, il est organisé pour que ça se passe bien. C'est agréable, c'est une façon très organisée d'y arriver. Les informations sont toutes disponibles au même endroit. Surprenant de voir la simplicité de créer son aménagement paysager soi-même. On dirait que c'est comme un game changer. En tout cas, c'est ça. Fait que j'adore. Normalement, le programme d'accompagnement,
il coûte 795 $. Mais là, pour un temps limité, on a une super offre à 595 $ qui va vous donner accès au programme pendant toute une année. Vous avez accès aux 8 modules que vous pouvez suivre à votre rythme. Puis, au fur et à mesure que vous avancez, si jamais vous avez des questions, nous, on fait également, pendant cette année-là, des dizaines de périodes de coaching. Donc, vous êtes toujours invités à poser vos questions, à assister au coaching, à apprendre des questions des autres et à grandir, à développer là, votre aménagement. Naturellement, là, avec cet aménagement-là, il y a tous les outils là, qui viennent pour aider là, à soutenir le processus créatif. Puis c'est vraiment génial parce que vous avancez à votre rythme, peu importe où est-ce que vous en êtes, vous avez toujours accès à Mathieu et à moi dans des sections de groupe pour pouvoir poser vos questions. Si jamais vous avez des situations particulières, si vous voulez clarifier là, certains aspects là, des différents modules. La raison que j'ai décidé de faire cet accompagnement-là, c'est que ça vous permet de sauver beaucoup d'argent. Donc, si vous engagez un professionnel comme moi, ça peut facilement coûter 5 à 10 000 $ juste pour avoir un plan. Puis après ça, quelques années plus tard, quand votre jardin évolue, vous n'êtes pas plus avancé, là, parce que là, vous devez peut-être adapter votre aménagement, adapter vos plans. Puis là, il faut encore faire appel à un professionnel. Donc, on est un peu dépendant des concepteurs. C'est un peu comme être pogné à manger au restaurant toute sa vie parce qu'on n'a jamais pris le temps d'apprendre à cuisiner. Donc, avec l'accompagnement, vous allez avoir toutes les notions que vous avez besoin pour faire évoluer votre jardin au fil des ans. Puis, vous allez sauver beaucoup d'argent, non seulement en frais professionnels, mais aussi en erreurs, parce que ça coûte beaucoup d'argent réparer les erreurs. Dépenser pour des plantes que finalement ne vont pas survivre, qu'on va devoir jeter, ou de construire quelque chose qui n'est pas à sa place, qu'on va devoir détruire puis recommencer. Donc, à chaque année, je rencontre des gens qui ont perdu des centaines, sinon des milliers de dollars en plantes, en matériaux, en toutes sortes d'achats qui ne servaient à rien. J'en sais quelque chose. Mais au-delà de ce que vous allez épargner là, en faisant le programme, moi, j'aimerais ça là, vraiment qu'on prenne le temps de dire c'est le fun de le faire puis de pouvoir dire je l'ai fait moi-même, j'ai été capable de le faire, d'avoir la fierté là, du travail accompli puis de comprendre le processus, de savoir pourquoi vous avez décidé cette plante-là puis c'est quoi qu'elle a de spécial parce que vous avez regardé les différentes fiches plantes puis vous les avez sélectionnées, pas sur un coup de tête, mais de façon avec vos goûts, avec votre ambiance puis avec ce que vous aimez. Pour vraiment faire là, un paysagement qui vous ressemble, un jardin à votre image, où est-ce qu'il fait bon vivre, où est-ce que vous allez vous éviter et le stress et les dépenses inutiles parce que c'est fonctionnel, c'est harmonieux, puis c'est le fun à faire. La formation est bien découpée en plusieurs modules. C'est super facile à suivre. Puis en plus, on est là pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez poser vos questions, même si vous n'êtes pas disponible au moment de notre session de coaching. Toutes les sessions sont enregistrées. Vous pouvez poser votre question à l'avance, puis on va y répondre. Vous pourrez regarder la session plus tard. En plus, vous avez des dizaines d'heures de vidéos de tous les coachings qu'on a déjà fait dans le passé, si ça vous intéresse. Donc, vous allez voir, c'est vraiment bien fait parce que chaque vidéo a été découpée par chaque question et réponse. Donc, c'est facile à retrouver. C'est très facile à suivre. Puis en plus, l'automne, je sais, là, on revient dans une grosse journée d'année de jardinage. On a eu des déceptions, on a eu des réussites, on est fatigué. Mais l'automne, c'est vraiment le meilleur moment pour commencer le processus d'aménagement. Parce que toutes nos réussites, tous nos échecs sont fraîches dans notre tête. Fait qu'on c'est facile pour pouvoir faire des notes. Donc, toute la partie qu'on avait fait, notre inventaire, notre analyse, mais c'est frais dans notre tête. On a encore accès au terrain. Il n'y a pas encore de neige. C'est facile de venir prendre des mesures puis venir spécifier là, exactement qu'est-ce qui est où.
Les plantes sont encore reconnaissables, donc on peut prendre des photos. Et c'est vraiment le meilleur moment là, de bien se préparer pour l'hiver. Ben oui, parce que l'hiver, en tout cas pour moi, l'hiver, c'est une période qui est plus tranquille, une période où on passe plus de temps à l'intérieur. Donc, c'est une bonne période pour l'introspection, hein, mais aussi pour la créativité. Et puis, on a le temps de laisser venir les idées, parce que des fois, les idées, on ne peut pas les forcer. Des fois, les idées nous arrivent comme ça. Donc, avoir des bonnes idées pour notre aménagement, des fois, ça prend du temps. Donc, l'hiver, on a le temps. On n'a pas besoin de se stresser pour trouver de l'inspiration. Puis là, bon, quand les rayons de soleil arrivent au printemps qui vont venir réchauffer la terre, bien là, vous allez avoir un plan détaillé, puis vous allez être confiant que c'est un bon plan. Vous allez pouvoir l'implanter pendant le printemps ou l'été. On n'ouvre pas le programme d'accompagnement tout le temps. Pourquoi? Mais parce qu'on veut partir avec des cohortes. Donc, profitez-en maintenant pendant que ça passe. Vous trouverez le lien pour vous inscrire là, sous la vidéo. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec nous. On espère que ça vous a permis d'apprendre des trucs utiles et puis que vous allez pouvoir appliquer dans votre jardin. Donc, j'espère vous revoir. À bientôt.